Amis des sciences et de l'industrie, bonjour. On se retrouve pour commenter les dernières nouvelles des labos. Au sommaire cette semaine, l'origine de la peur des araignées et des serpents, le premier parc d'éoliennes flottantes, un robot insecte qui flotte tout autant et une musaraigne dont le crâne est rétréci. Nous sommes nombreux à avoir une peur bleue des araignées et des serpents, une peur irraisonnée quand on connaît le très faible nombre d'accidents liés à ces animaux. Mais alors, d'où vient cette phobie ? Grâce à une expérience menée auprès de jeunes enfants, une équipe allemande répond à cette énigmatique question. L'arachnophobie, la peur des araignées, et l'ophiophobie, la peur des serpents, font partie des phobies les plus partagées par les êtres humains. L'industrie du cinéma a si bien su entretenir cette angoisse qu'il est difficile aujourd'hui de savoir si ces peurs incontrôlées ont une origine culturelle ou génétique. Pour répondre à cette question, une équipe de neurologues de l'Institut Max Planck, en Allemagne, a mis à l'épreuve des nourrissons âgés de 6 mois, n'ayant en théorie aucun a priori sur les araignées ou sur les serpents. Les chercheurs leur ont proposé de regarder des images d'animaux ou de plantes et ont mesuré la dilatation de leur iris. En cas de peur, le niveau de noradrénaline s'accroît et le diamètre de l'iris augmente significativement. Et c'est justement ce qui se passe lorsque les bambins aperçoivent des images d'araignées ou de serpents. L'arachnophobie et l'ophiophobie semblent donc bien ancrées dans nos gènes. Elles seraient un lointain héritage de nos ancêtres qui étaient réellement confrontés aux morsures de ces deux animaux. Cette nouvelle étude conforte en tout cas des expériences récentes montrant qu'il existe chez les singes un circuit neuronal spécialement dédié à la reconnaissance des serpents. Pourquoi un primate comme l'homme en serait-il dépourvu ? Les éoliennes ont beaucoup d'avantages, elles produisent une énergie propre, renouvelable et inépuisable. Mais elles ont aussi des inconvénients. Elles sont encombrantes, bruyantes et ne fonctionnent que par vent favorable. Mettre les éoliennes en mer pourrait être une solution. Mais la mer, c'est profond et il n'est pas question d'ancrer les éoliennes à 2000 ou 3000 mètres de profondeur. C'est pour contourner cette difficulté qu'on teste actuellement au large de l'Écosse des éoliennes flottantes. C'est le premier parc éolien flottant de dimension commerciale. À 25 km au large des côtes nord-est de l'Écosse, 5 éoliennes de 6 MW chacune se dressent à plus de 250 mètres de hauteur pour capter des vents soufflant en moyenne à 10 mètres par seconde. Ce parc éolien est destiné à alimenter 20 000 foyers en électricité. Chaque éolienne est installée sur un énorme flotteur semi-immergé de 14 mètres de diamètre et d'un poids de 3500 tonnes. Contrairement aux autres éoliennes visibles en mer, qui sont plantées dans le plancher océanique, en eau peu profonde, celles-ci sont simplement lestées et reliées par des câbles à des systèmes d'ancrage. Si ce concept fait preuve de sa fiabilité, il constituera une véritable révolution pour l'énergie éolienne en mer. Selon Statoil, l'entreprise responsable du projet, des fermes éoliennes pourraient ainsi être implantées en haute mer jusqu'à 800 mètres de profondeur, où le vent est plus régulier et plus puissant. En outre, toujours selon Statoil, le coût de production du mégawattheure pourrait varier de 40 à 60 € d'ici 2030, un niveau comparable à l'électricité d'origine nucléaire et inférieur à celle d'origine fossile. En s'inspirant des insectes, les chercheurs du Wyss Institute de Harvard développent de minuscules robots, les robots bees. Ces systèmes pourraient un jour emplir une myriade de fonctions comme la pollinisation artificielle, la surveillance météorologique ou environnementale, à condition de savoir nager. RoboBee mesure environ la moitié d'un trombone, pèse moins d'un dixième de gramme et vole en utilisant des muscles artificiels composés de matériaux qui se contractent sous l'effet d'un courant électrique. Dirigé par des chercheurs américains et chinois, ce programme vise à construire des insectes robotiques intelligents capables de détecter et de réagir à leur environnement. Mais ce mois-ci, c'est dans le domaine de la locomotion de ce mini-robot que le Wyss Institute vient de franchir un cap. L'équipe est parvenue à optimiser sa mobilité pour qu'il puisse se mouvoir aussi bien dans les airs que sur l'eau. Le poids et le design de RoboBee lui permettent, dans la plupart des cas, de rester en surface, à l'image des gérisses, ces insectes qui marchent littéralement sur l'eau. Les chercheurs ont privilégié le mouvement biomimétique de battement d'ailes au système de rotor de l'hélicoptère, car il est beaucoup plus léger. Problème, il nécessite une impulsion de départ.
Et comment sauter lorsqu'on est sur une surface molle et adhésive comme l'eau? L'équipe a trouvé une solution originale. Munir les pattes du robot d'électrodes capables de réaliser une réaction chimique. Ici, l'eau se décompose en hydrogène et oxygène, et ce dégazage propulse suffisamment le système pour lui permettre de décoller. La nature fourmille de surprises et cette semaine, la palme revient à la musaraigne. Pour résister à l'hiver, ce petit mammifère a développé une stratégie surprenante. Regardez. De la taille d'une souris, la musaraigne est un petit mammifère reconnaissable à la longueur de son museau. Très présente en Europe et sur d'autres continents, elle se nourrit principalement d'insectes et de vers de terre. Entre juin 2014 et octobre 2015, des chercheurs de l'Institut Max Planck d'ornithologie se sont intéressés à 12 individus, des jeunes et des adultes, vivant en liberté qu'ils ont suivis au fil des saisons, en leur faisant passer chaque mois un examen au rayon X. Au bout d'un an, les chercheurs ont eu confirmation d'un phénomène étonnant. À l'approche de l'hiver, les musaraignes rapetissent. Leur colonne vertébrale raccourcit et de nombreux organes rétrécissent. Même le crâne et le cerveau de l'animal diminuent de 20 à 30%. Au printemps, le processus s'inverse jusqu'à ce que l'animal retrouve en été le poids et le volume qu'il a perdu. Comme les musaraignes ont un métabolisme élevé et qu'elles n'hibernent pas, il est probable que la diminution de leur taille les aide à traverser les périodes de pénurie alimentaire. Surpris par l'ampleur du phénomène, les chercheurs prévoient d'étudier plus avant les changements structurels dans le cerveau lorsque la tête des musaraignes rétrécit. Ils sont également curieux de savoir comment ce processus affecte les capacités cognitives des animaux. Avant de nous quitter, je vous invite à découvrir quelques images de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, désormais accessible en ligne. Plus de 3 ans de travail ont été nécessaires à la numérisation de ces 28 volumes, 17 volumes de texte et 11 volumes d'illustrations. Le texte original sera peu à peu enrichi par des notes et des commentaires qui mobilisent une centaine de chercheurs dans le monde entier. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité. À très bientôt.